Bonjour et bienvenue dans Carnet de guerre. Ce carnet de guerre va être le premier, j'espère, d'une longue série consacrée à d'autres jeux que Warhammer. J'avais dit dans la vidéo précédente concernant l'avenir de la chaîne que j'allais faire autre chose que du Warhammer Battle, et c'est la première vidéo consacrée à un jeu que j'aime beaucoup, c'est-à-dire Frères d'Armes. J'avais fait une brève présentation dans la vidéo précédente, et là je me suis dit bon on va faire quelque chose d'un petit peu novateur, d'un petit peu différent, d'un petit peu rigolo, fun. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce vrai faux rapport de bataille. Alors pourquoi vrai faux rapport de bataille? Parce que déjà il n'y avait que moi comme adversaire, donc c'est vraiment pour illustrer le mécanisme du jeu et pas pour faire une vraie partie. Et c'est un rapport de bataille qui a été, je dirais, à moitié scénarisé parce que je voulais un certain nombre de choses bien précis, et j'ai quand même essayé de faire ces choses-là pour vous montrer les mécanismes, enfin le plus possible. Mais jet dés faisant, il s'est avéré qu'il y a eu des choses relativement surprenantes. Au final, je suis assez content de ce rapport de bataille, je le trouve plutôt sympa. Et je vais vous le présenter avec tout un tas d'autres choses à côté. Parlons d'abord un peu du jeu. Donc, Frères d'Armes est un jeu qui date de plusieurs années, créé par Patrick Receveur. J'ai essayé de contacter ce monsieur avant de faire la vidéo pour avoir le droit, ou en tout cas une partie des droits, pour faire quelques photos, peut-être de l'intérieur du bouquin, avec des tableaux, etc. Je n'ai pas réussi via le site Frères d'Armes avec son adresse email, donc je ne sais pas si Monsieur Receveur, vous êtes toujours en vie, j'espère que vous allez bien et que vous profitez bien du jeu vraiment génial que vous avez fait. Donc du coup je vais essayer de simplifier au maximum pour que vous puissiez comprendre le mécanisme sans pour autant violer le copyright qu'il y a dessus. La plupart des figurines qui sont dans l'exemple du livre Frères d'Armes proviennent de la gamme de figurines Fenrir, qui, si je ne me trompe, est une gamme française, qui font des figurines en résine, vraiment sympathiques, avec également des décors. Le décor que vous allez voir dans le rapport de bataille est un décor Fenrir. Je crois plus qu'il est édité par contre, mais ils ont d'autres choses qui sont assez intéressantes, et si mes moyens financiers me le permettent, je vais sans doute reprendre 2-3 trucs parce qu'il y a quelques décors et quelques figurines qui sont bien sympathiques. Notion importante, Frères d'Armes se joue avec des D10. Alors si vous n'êtes pas familier du milieu jeu de rôle ou que vous n'avez pas fait des études en dés, le D10 est, comme son nom l'indique, un dé à 10 faces, numéroté de 0 à 9. Dans le cadre de Frères d'Armes, 0 vaut 0. Dans certains jeux, le 0 vaut 10, mais là, c'est 0 vaut 0. Et tout résultat de 0 sur un jet est considéré comme un échec critique, ce qui pose quelques problèmes lorsque l'on a besoin de faire des résultats. Passons maintenant à l'environnement du jeu. Frères d'Armes est un jeu générique, donc on peut l'utiliser avec tout et n'importe quoi, la seule limite étant votre imagination. Il y a bien entendu dans le livre quelques conseils, mais de façon générale, on fait ce qu'on en veut dans le monde où l'on veut. J'ai décidé donc de créer de toutes pièces toute la suite. Donc bienvenue dans le village de Fronte-Pierre, un village qui fait partie du royaume de Grisal, royaume dirigé par l'avisé Aubin Ier. Le village de Fronte-Pierre est un village qui est tout près de la frontière avec l'empire d'Ariola, qui est un empire principalement composé de dunes et de sable et de désert. Le village de Fronte-Pierre est un village médiéval relativement classique, avec son passage des collecteurs d'impôts qui doivent être protégés par des gardes du corps entraînés, sa milice qui vaille que vaille veille sur le bien-être des habitants, et ses prieurs qui veillent également à la pureté spirituelle des habitants du village. Il arrive quelquefois que des magiciens, en manque d'émotions fortes, utilisent l'ancienne tour de sorcier qui se trouve à l'est du village pour faire quelques expériences qui peuvent, de temps en temps, donner des résultats surprenants. Mais ce village n'est pas que paix et harmonie. Une fois la nuit tombée, quelques filous parfois profitent de la négligence des habitants pour se faufiler par une fenêtre
pour tenter quelques rapines ou, voire même pire, assassiner certaines personnes. Il arrive également que des nécromanciens passant dans le coin se livrent à leurs actes abominables en réveillant les morts qui méritent un repos bien mérité. La milice cependant veille et finit toujours par chasser les importuns pour qu'ils ne reviennent plus embêter les villageois. Parfois, sous le soleil du petit matin, une étrange procession traverse le village sous bonne escorte pour éviter les esclandres. Ce sont des émissaires de l'Empire d'Ariola qui traversent le village pour se rendre à Ronce, la capitale du royaume. Pendant que ces émissaires traversent le village, la milice veille à ce que personne n'entrave leur chemin, tandis que certaines prieuses prient pour le salut de leurs âmes impies. Il arrive quelquefois également qu'un groupe de nains descende des montagnes et fasse une petite escale à Frontpierre. C'est à ce moment que l'aubergiste frotte les mains, car il est bien connu que les nains apprécient la bonne bière et la bonne chair, et on ne manque pas de cela à l'auberge. Auberge qui justement sera le théâtre de notre rapport de bataille d'aujourd'hui. L'esclandre de l'auberge du cochon rôti. Laissez-moi poser le décor. Depuis quelques soirs, un barbare, Bron, vient s'abreuver à l'auberge. Le problème, c'est que, étant donné que c'est un barbare, il n'a pas les mêmes critères sociaux que la plupart des gens, et il chante à tue-tête en maniant sa hache à deux mains. Les gens commencent à avoir peur et désertent l'auberge quand il est là. Le gérant de l'auberge, Hippolyte, est content parce qu'il a quand même un client qui boit beaucoup, mais il n'apprécie pas tellement car il fait fuir les autres clients. Yolanda, la serveuse, quant à elle, fait son travail du mieux qu'elle peut en faisant en sorte d'essayer de ne pas voir les regards particulièrement appuyés que notre cher Bron lui lance. Mais ce soir-là, les choses ne sont pas comme d'habitude. Hippolyte aimerait fermer l'auberge. Bron, visiblement, dont la soif est insatiable, continue à boire et à réclamer de la bière et du vin. Hippolyte décide donc de forcer un peu le ton, et c'est là que les choses dégénèrent un petit peu. Avant d'entrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous présenter un profil de figurine à Frères d'Armes. Donc, ce qu'il y a sur cette petite fiche que vous pouvez trouver sur internet, il y a le type d'unité, c'est un barbare. Vous avez plusieurs types d'unités qui sont proposées dans le livre, moi j'ai appelé simplement ça barbare. Vous avez le nom de la figurine, Bron, barbare aviné. En dessous de ça, vous avez ses compétences, qui pour Bron sont en fait un talent inné et une compétence. Il a la compétence brute qui lui permet de taper plus fort, et le talent inné aura de peur, car j'ai considéré que vu sa taille par rapport aux autres figurines, il était mi-ogre, mi-humain, et du coup qu'il inspirait beaucoup plus la peur. Son équipement, en dessous, il a une hache à deux mains et une fourrure. C'est donc l'équipement qui est utilisable en jeu. Vous pouvez également ramasser des choses en jeu, s'il y a une arme qui traîne par terre, par exemple, ou une bouteille, une chope, enfin un tonneau, etc. Mais là, il démarre avec ça. Vous avez ensuite à droite les caractéristiques de votre figurine. Le C représente le combat, sa capacité à donner des coups. Bron étant un barbare, il a un combat de 6. Le tir, représenté par un T, pour tout ce qui est jet. La défense, qui est représentée par un D. La défense permet d'encaisser les coups. L'agilité, qui est représentée par un A, permet de faire des manœuvres sans se casser la figure, que ce soit des manœuvres de mouvement, des manœuvres de saut, etc. Le M représente le moral. Plus le M est élevé, plus il aura de la peine à fuir le combat. Et les PA sont les points d'action. Les points d'action servent à faire, lors de son activation, des actions. Vous avez sur le côté les prix que ça coûte, compétences plus caractéristiques et le prix de l'équipement. En dessous, vous avez à gauche les blessures que vous pouvez cocher au fur et à mesure que votre figurine se blesse. Vous avez les XP et le niveau qui correspondent en fait à un jeu en campagne où si les figurines survivent aux batailles, elles peuvent gagner des compétences, gagner des niveaux. Ensuite, en dessous, vous avez le tour. Vous pouvez cocher en fonction du tour où vous êtes et de l'activation durant le tour. Et en dessous, vous avez, s'il avait une arme de jet ou une arme de trait, les munitions qui lui sont associées. Et on commence tout de suite par le tour 1. Hippolyte ayant élevé un peu la voix pour demander à Bron de s'en aller, s'attend un peu au pire et c'est là où ça dégénère. Donc la première chose à faire, tour 1, déclarer qui a l'initiative de ce tour. Pour faire ça, on prend un des 10 et on jette et on additionne les PA du chef
de troupe. Dans le cas qui nous intéresse actuellement, Bron est tout seul dans sa troupe, donc c'est CPA qui compte, et Hippolyte gère l'auberge, donc c'est lui que j'ai considéré qui était le chef de la troupe de l'auberge. Hippolyte a 5 de PA, Bron en a 6, mais c'est Hippolyte qui gagne l'initiative, et donc le joueur qui joue l'équipe de l'auberge est obligé de jouer une figurine, et donc de faire l'activation. Les jetons rouges que vous voyez à côté des figurines représentent le fait qu'elles n'ont pas encore joué, et donc du coup qu'elles possèdent tout leur PA. Hippolyte, sentant venir les ennuis, décide de mettre quelque chose entre lui et le barbare. Il va donc bouger pour se cacher derrière son bar. Les mouvements d'une figurine ne peuvent être faits que droit devant, donc Hippolyte fait d'abord une marche normale. Il peut bouger jusqu'à 10 cm, il va bouger nettement moins. Il se met donc parallèle au bar. Il s'oriente ensuite de 90 degrés, qui lui coûte 0 PA. S'il s'orientait de plus de 90 degrés, ça lui coûterait 1 PA, mais là ça n'est pas le cas. Et ensuite il va courir pour se mettre derrière son bar. C'est une action de mouvement qui lui demande moins de PA, mais qui nécessite un jet sur la table des déplacements rapides, avec un bonus. Il fait son jet d'agilité, il y arrive, il faut faire 10 ou plus. Et il se met donc derrière son bar. Il se réoriente une fois de plus pour faire face au barbare. La réorientation coûte 0 PA parce qu'il se réoriente de 90 degrés ou moins. On ne peut évidemment pas faire 2 réorientations de 90 degrés ou moins en une fois. Enfin, l'une après l'autre, ça équivaudrait à une réorientation qui coûte des PA. Une figurine du camp des aubergistes a été jouée, et donc c'est au tour du camp des barbares de jouer une figurine. Il n'y a que Bron, ça facilite les choses. Bron, n'étant pas content que l'aubergiste ne le serve plus, décide de prendre une chope sur la table et de l'envoyer sur le pauvre Hippolyte, qui a bien fait de se cacher derrière son bar. Un jet de tir, c'est un des 10 plus tir, et on doit arriver à 10. Évidemment, il y a des bonus et des malus en fonction de la portée, de l'objet qu'on lance. Une chope, dans ce cas-là, n'étant pas très aérodynamique, il y a des malus. De même que Hippolyte étant derrière un bar qui le cache pas mal, il y a des malus sur le jet de Bron. Bron lance sa chope et touche Hippolyte avec la chope qu'il a lancée. Pour les dégâts, on garde le jet de dés que l'on a fait. On enlève les bonus ou les malus qui n'ont servi qu'à toucher, et ça nous donne le résultat final des dégâts. On rajoute éventuellement si l'arme cause des dégâts supplémentaires, comme par exemple une hache à deux mains causera des dégâts supplémentaires, mais là ça n'est pas le cas. Et on garde ça, ce jet-là est comparé à la défense de l'adversaire. Si l'adversaire est conscient de l'attaque, il fait défense plus armure plus un des 10. On regarde quel chiffre ça donne en soustrayant la défense à l'attaque. Si le résultat est positif, il y a soit sonné, soit des blessures. Si le résultat est négatif, ça peut donner lieu à un jet de morale parce que la personne se dit « Ouh là, c'est pas passé loin ». Et il peut s'avérer que ça fait quand même très peur. Dans le cas qui nous intéresse, Bron lance sa chope, touche Hippolyte, et même malgré l'armure et la protection que peut avoir Hippolyte avec son tablier de cuir et sa défense, Bron le sonne et Hippolyte se retrouve sur le ventre, sonné. Yolanda, quant à elle, décide de se mettre dans un coin, sachant que ce n'est pas sa première bataille d'auberge, elle sait que ça finira par se tasser, et espère que Hippolyte gagnera quand même ce combat. Fin du tour 1, début du tour 2, on remet des jetons à tout le monde et on fait le jet d'initiative. Hippolyte étant dans les vapes, il ne donne pas son bonus de PA au jet, et donc sans trop de surprise, Bron gagne le jet. Sous comme un cochon, Bron ne comprend pas ce qui se passe tout à fait, et ne comprend pas pourquoi Hippolyte ne répond pas à ses sollicitations. Il décide donc de montrer à cet aubergiste qui c'est le patron, et il renverse la table avec tout ce qu'il y a dessus. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, il décide d'aller chercher lui-même sa bière, en sautant par-dessus la table qu'il vient de renverser. Seulement voilà, quand on est sous, il ne faut pas faire n'importe quoi. Le jet d'agilité qui s'ensuit pour passer par-dessus la table est majoré d'un certain nombre de points, parce que j'ai décidé qu'il était sous, donc du coup il a des malus, et il se vautre lamentablement. Il n'est cependant pas sonné, il est simplement par terre, donc nous le positionnons sur le dos. C'est au tour des aubergistes de jouer, et comme il n'y a plus de figurines à jouer du camp des barbares,
le joueur peut jouer ces deux figurines l'une après l'autre. Je décide de jouer Yolanda, qui, profitant de la faiblesse de Bron, s'avance sur lui et lui met un coup de cruchon. Il n'y a pas de raison. Et donc, comment se passe un combat? Eh bien, la figurine qui initie le combat paye un certain nombre de PA. Dans le cas le plus courant, c'est 4. La figurine qui est attaquée, elle, pourra riposter gratuitement, enfin participer au combat gratuitement. Ce qui se passe dans le cadre d'un combat au corps à corps, c'est qu'il faut faire le jet le plus haut pour passer le jet de l'adversaire. Donc on fait combat, plus un des 10, plus si une compétence ou une arme donne des bonus, plus les divers bonus ou malus environnementaux. Dans le cas présent, Yolanda a des bonus parce que Bron est ton seul. Et donc en comparant les deux résultats, il se trouve que Yolanda touche Bron, elle fait mieux que lui au niveau de son jet d'attaque, et donc garde son jet qui symbolise les dégâts. Dégâts auxquels on retranche les bonus qui sont là juste pour toucher, c'est-à-dire le plus 4 qu'elle a eu parce que Bron est à terre. Les dégâts sont comparés à la défense, comme dans le cas du tir, c'est défense plus armure, plus un des 10 si la personne est consciente qu'on l'attaque. Dans le cas qui nous intéresse, Yolanda arrive juste à faire un point de dégâts et Bron se retrouve dans la même situation qu'Hippolyte, c'est-à-dire sur le ventre et sonné. C'est au tour d'Hippolyte qui veut utiliser l'action se rétablir, seulement c'est une action qui coûte 6 PA, lui il n'en possède que 5, donc il met ces PA là de côté et il fera son action au tour d'après. Fin du tour 2, début du tour 3, on prend les mêmes et on recommence. Cette fois-ci les deux camps ne seront que au D10 parce que les deux personnages sont sonnés et c'est Bron qui gagne le jet d'initiative, c'est donc lui qui joue en premier. Il va également tenter l'action se rétablir qui coûte 6 PA, donc il ne pourra plus rien faire d'autre. Pour se rétablir, il faut effectuer un jet de défense. On jette un des 10 et on ajoute la défense, il faut faire plus de 10 pour se rétablir complètement. Si on fait moins de 10, ça nous donne un échec et on se positionne sur le ventre mais nous, on n'est plus sonné. Et si on fait un échec critique, on reste sonné. Bron, ayant une défense élevée, jette le dé, il y arrive, il se redresse donc et s'oriente en direction de l'aubergiste qui est toujours sonné. Prudente, Yolanda décide de quitter le corps à corps contre un barbare qui cette fois-ci est debout. Pour quitter un corps à corps, il faut dépenser 1 PA par ennemi au contact et ensuite l'adversaire en question a le droit de faire une attaque gratuite avec une des figurines au contact de celui qui part. Là, dans ce cas présent, il n'y a que Bron. Bron essaie de lui mettre un coup de poing car sa hache à deux mains n'est pas dégainée, mais le dé donne 0, c'est un échec critique. Donc il ne parvient pas à toucher Yolanda. En plus de ça, sur le tableau des échecs critiques, il y a normalement des effets qui se coulent, comme l'arme se brise, etc. Dans le cas actuel, ça ne pouvait pas être faisable parce que Bron, enfin le jet donnait perte de l'arme. Bron ne peut pas perdre ses points comme ça. Donc l'échec critique n'a pas d'autre incidence que de rater Yolanda. Yolanda qui arrive à se mettre près de la porte pour, au cas où, aller chercher de l'aide. Dans le cas d'Hippolyte, on se rétablit également. Tous les PA de ce tour seront utilisés pour le rétablissement, donc il ne pourra rien faire d'autre. Il fait son jet, le réussit et se relève en se réorientant comme il désire. Fin du tour 3, début du tour 4, on remet les petits jetons et cette fois-ci c'est les villageois qui gagnent l'initiative devant les barbares. On commence tout de suite, je décide de jouer Hippolyte qui, ne sachant pas trop quoi faire, va se mettre en action défensive. Ça veut dire qu'il va utiliser tous ses PA ce tour-ci, ou plutôt ne va pas utiliser du tout de PA, et va par contre pouvoir agir au moment où se déclenchera quelque chose, un tir, une venue au corps à corps, un ennemi qui se pointe devant lui. C'est une action défensive qui se passera durant le tour d'une autre figurine. Le jeton vert représente le fait qu'il est en action défensive. C'est au tour des barbares de jouer et donc Bron décide d'aller mettre une trempe à l'aubergiste parce qu'il veut se servir lui-même de la bière. Il se déplace donc le plus rapidement possible en direction de l'aubergiste en faisant une réorientation au milieu de son mouvement. Il réussit les jets d'agilité nécessaires et arrive au corps à corps où il décide de balancer une patate sur la tronche à Hippolyte. Hippolyte, voyant arriver le coup, décide quand même de ne pas rester inactif, surtout qu'il est en action défensive. Il fait donc l'action parer, qui lui permet, s'il réussit le jet,
d'avoir un bonus en défense. Il fait son jet d'agilité, il y arrive, il a donc un bonus de plus 2 en défense. S'il avait échoué à ce jet, même s'il avait gagné le corps à corps qui s'ensuivait, il n'aurait pas infligé de dégâts à son adversaire. Là, s'il gagne, il inflige des dégâts, et s'il perd, il a bonus de plus 2 en défense, ce qui est toujours bienvenu. Mais voilà, Bron est un expert du combat, et même s'ils sont tous les deux à main nue et que Hippolyte fait une parade, Bron le touche, et Bron fait des dégâts, fait beaucoup de dégâts. Malheureusement, ça ne passe juste pas le seuil de blessé, ça reste sonné, et Hippolyte se retrouve une fois de plus au sol, sur le ventre, sonné. Yolanda décide d'intervenir, elle dégaine sa dague et s'avance en direction de Bron pour lui montrer qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut dans son auberge. Fin du tour 4, début du tour 5, une fois de plus Bron gagne sans trop de soucis l'initiative car Hippolyte est de nouveau sonné et donc c'est à lui de jouer. Il saisit une bouteille qui se trouve sur le bar, s'oriente d'un peu plus de 90 degrés et jette la bouteille sur Yolanda car il a quand même vu arriver la serveuse avec la dague. Cette fois-ci, le jet passe au niveau du tir, il passe tellement bien que Yolanda, malgré sa défense, subit une blessure. Une blessure implique immédiatement la perte de 3 PA de façon permanente. En plus de ça, il y a un jet de morale à effectuer. La blessure implique également un malus de 1 à tous les jets de dés. Le jet de morale étant fait, Yolanda est secouée, elle perd 1 de morale pour le reste de la partie également, donc ça s'annonce plutôt mal pour elle. Il va falloir qu'elle trouve un moyen de s'en sortir. Moyen qu'elle trouve dans ce qu'elle peut faire de plus rapide, c'est-à-dire s'orienter en direction de la porte. Elle ne va pas courir pour éviter de se casser la figure, mais du coup elle est déjà dans la position idéale pour aller chercher du secours à l'extérieur. Pendant ce temps-là, Hippolyte essaye de se rétablir, mais il n'a toujours pas assez de PA, donc il économise ses PA pour le tour d'après. Je suis un mystérieux voyageur à la recherche d'un toit pour la nuit. Hola, qui-je? Il me semble que l'on s'ébouriffe dans cet établissement. Ciel, que vois-je? Une demoiselle en détresse. Vite, volons à son secours. Hola, fief et coquin! Oh, tes sales pognes de cette dame, ce n'est pas une ribaude que tu peux molester à ta guise, ou il t'en cuira! Voilà que notre groupe d'aubergistes se dote d'un mystérieux voyageur supplémentaire qui a l'air d'en avoir dans le pantalon. On prend la même et on recommence pour le tour 6. Bron, voyant cette nouvelle menace et ayant gagné le jet d'initiative, car Hippolyte est toujours dans les choux, dégaine sa hache à 2 mains. Cette fois-ci, ça va chier dans le ventilo où je m'y connais pas, et se dirige vers le mystérieux voyageur. Pour permettre à son sauveur de réellement la sauver, Yolanda doit déguerpir du chemin de la charge du mystérieux voyageur. Elle décide donc de foutre le camp le plus vite possible et va se coller contre le mur. Le chemin étant dégagé, le mystérieux voyageur n'hésite pas une seconde et charge Bron. Le combat qui s'ensuit est un combat classique. Les 2 jets d'attaque font égalité, mais comme le mystérieux voyageur possède une lame, c'est-à-dire une épée, il remporte l'égalité. Le problème, c'est que Bron a une très haute défense, qu'il réussit pas trop mal son jet. Un jet de morale est nécessaire cependant à Bron, mais il le réussit sans autre car son moral est bon également. Pendant ce temps-là, Hippolyte essaye de se ressaisir. Malheureusement, cette fois-ci, il rate son jet, mais ce n'est pas un échec critique. Il est donc sur le dos, n'est plus sonné, mais devra se relever au tour d'après. On prend la même et on recommence une fois de plus. Bron gagne encore l'initiative et il décide de donner tout ce qu'il a, ça veut dire qu'il frappe fort. C'est une action qui coûte 6 PA, mais qui permet de faire plus de dégâts. Malheureusement pour lui, le mystérieux voyageur réussit mieux son jet pour toucher. Il gagne le duel, il blesse et cette fois-ci, Bron est une fois de plus sonné. Il est à terre sur le ventre. Hippolyte se relève pour 4 PA et son dernier PA est utilisé pour saisir une bouteille qui se trouve sur le bar.
Tandis que de son côté, Yolanda ne bouge pas. Il reste les actions du mystérieux voyageur qui profite du fait que Bron est sonné pour lui asséner un coup. Il n'y a pas de réaction de la part de Bron car il ne peut pas réagir, de même que sa défense ne sera pas augmentée dans des 10. Seulement voilà, le problème c'est que le mystérieux voyageur fait vraiment un tout petit chiffre sur son D10 et ne blesse pas Bron, ne le ressonne même pas. S'il avait été ressonné, il aurait été considéré comme blessé. Mais non, il n'y arrive pas. Bron doit quand même réussir un test de morale qu'il réussit parce que pour l'instant, il n'a aucun malus sur son test de morale. Début du tour 8 et c'est Hippolyte qui gagne le jet d'initiative car Bron n'a aucun bonus. Le mystérieux voyageur décide de redonner un coup parce que cette fois-ci, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas. Il y parvient, il fait même un très bon jet. Bron est blessé, donc il a moins 3 PA à toutes ses actions, ça va devenir très compliqué pour lui. Il a également un malus de 1 à son jet de dés, et il doit faire un jet de morale, et là c'est le drame, car Bron fait 0 sur son jet de morale. 0, ça signifie échec critique, et donc il se rend automatiquement. Dans une partie normale, il est considéré comme perte. Là, on considère qu'il rend les armes, il décide de partir en payant sa note, plus les frais de ce médecin de Yolanda, plus les frais d'effraiement pour les problèmes causés, et il décide d'aller cuver sa bière quelque part dans les steppes. Nul doute qu'après ces péripéties, Hippolyte et Yolanda, une fois qu'elle sera soignée, sauront comment remercier le mystérieux voyageur de les avoir sauvés de la brute épaisse qu'était Bron. Voilà, c'est la fin de ce rapport de bataille, si on peut dire. J'ai beaucoup apprécié de faire ça, c'est un rapport totalement atypique. J'avais très envie de faire une bataille différente, dans un contexte différent, et une bagarre d'auberge. En tant que rôliste, ça m'a toujours beaucoup plu, c'est toujours quelque chose de très très drôle. Et là, j'ai vraiment pu le faire. Alors effectivement, c'est pas vraiment une bataille au sens propre. J'ai essayé quand même d'avoir un maximum d'actions différentes pour vous montrer les possibilités du jeu. Espérez que si vous pouvez le trouver, vous soyez intéressé à le tester. Il faut pas également oublier que j'ai pas pu tout vous montrer. Il y a également de la magie, où les sorciers peuvent acheter des sorts, qui peuvent donner des boosts, etc. C'est un jeu qui est complet. On peut rajouter certaines choses parce que je pense pas qu'il soit exhaustif. Il y a des tas de trucs qu'on a peut-être envie de faire qui ne sont pas mentionnés dans le livre, mais je pense que c'est une idée. Si le site Frères d'Armes fonctionne toujours, on peut donner nos idées, pourquoi pas. De même que, d'après ce que j'ai vu, si vous cherchez le jeu, vous pouvez peut-être contacter Fenrir, parce que je pense qu'ils ont peut-être encore des exemplaires, du moins j'espère. Sinon, si Monsieur Receveur entend parler de cette vidéo, la voix ou autre, il peut me faire signe, ça me fera plaisir. Et peut-être indiquer où on peut trouver ce jeu si il y a encore des exemplaires qui sont à la vente. Je vous remercie d'avoir suivi ce rapport de bataille, j'espère qu'il vous a plu, et d'ici à la prochaine vidéo, que les dés de tout type soient avec vous.